Alors, Anatole Collinet Makosso a voulu faire comprendre aux Congolais que le gouvernement congolais n'a pas eu suffisamment des ressources pour réaliser tout cela. Une façon de dire, ce que vous vivez, ce que vivent les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la faute au gouvernement, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu des ressources qu'il fallait. Quel commentaire vous inspire? C'est une injure aux Congolais, M. Christian Perrin. C'est une injure aux Congolais. Parce que lorsque nous voyons un peu tous les booms qu'a connus notre pays, on ne peut pas dire que le gouvernement ait manqué les moyens de sa politique. C'est simplement c'est un problème de management, M. Christian Perrin. C'est un problème de management. Lorsque le Premier ministre dit qu'ils n'ont pas eu suffisamment de ressources, mais tout à l'heure, nous venons de parler de 14 000 milliards. S'ils ont eu la possibilité de mettre 14 000 milliards de côté, c'est pour dire qu'ils ont suffisamment d'argent qui a eu à circuler dans les caisses du Trésor public. Donc ça, c'est simplement une raison échappatoire pour justifier leurs échecs. Monsieur Christian Perrin, nous n'allons pas passer par quatre chemins. Lorsque nous observons un peu les détournements de fonds qui se passent dans notre pays sous le silence du président de la République, aujourd'hui, nous pouvons le dire ouvertement que le problème, ce ne sont pas les ministres, mais le problème, c'est le président de la République lui-même. Pourquoi est-ce qu'il est silencieux face à tous ces problèmes qui peuvent mettre les Congolais, qui peuvent retourner les Congolais contre le président de la République? En ce moment, c'est lui-même le problème. Nous sommes conscients que lorsqu'il s'agit des activités qui n'arrangent pas le pouvoir en place, on ne peut jamais et jamais nous accorder ces autorisations. C'est pourquoi, lorsque nous soumettons ce genre de requête et qu'on nous rejette sans raison valable, nous sommes dans l'obligation parce que eux ne respectant pas la loi. Pourquoi est-ce que nous allons respecter la loi? La jeunesse congolaise est en train de souffrir. La jeunesse congolaise est dans le chômage. La jeunesse congolaise a du mal à se nourrir. Et lorsqu'on retarde la création des emplois, nous ne pouvons pas retarder les réclamations. Nous ne pouvons qu'utiliser ce droit que nous donne la Constitution, c'est-à-dire les manifestations. Les manifestations, elles sont pacifiques et reconnues par la Constitution. En ce moment-là, comment est-ce qu'on nous refuse un droit constitutionnel? C'est déjà une façon de marcher sur la Constitution. Et si eux marchent sur la Constitution, nous aussi, nous marcherons sur la Constitution. Nous ferons de notre mieux pour obtenir l'annulation de ces accords. Parce que tant que la RDC est en difficulté, nous aussi, nous ne pouvons pas bien dormir parce que ce sont nos voisins immédiats. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire comme mot de la fin. Et je m'adresserai aussi au président de la République pour lui dire que tout est entre ses mains. C'est à lui de débloquer la situation du Congo. Je parle un peu de la colère grandissante de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, rien ne peut nous empêcher, rien ne nous empêchera de pouvoir revendiquer ce que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui. Nous avons lancé une marche le 16 mai. Le 18 mai, il y a aussi une marche que nous allons soutenir. Mais le 3 juin, nous allons marcher à nouveau. Le 4 juin, nous allons marcher à nouveau. Le 5 juin, nous allons encore marcher jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que la jeunesse congolaise est en train de réclamer. Bonjour Castellan Cédric Balou. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Je vous en prie, Castellan Cédric Balou, vous êtes un des responsables du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, le CJCD. Merci d'être avec nous sur R7. Votre action est beaucoup plus concentrée, c'est ce que j'ai cru comprendre, sur la défense des intérêts de la jeunesse congolaise, une jeunesse que vous appelez à une prise de conscience, à prendre ses responsabilités, mais aussi à braver la peur pour exiger le gouvernement congolais à tenir ses promesses faites à la jeunesse congolaise, notamment la création de 100 000 emplois en 2024, une année qui a été consacrée à la jeunesse. 2024, année de la jeunesse. Mais bien avant, je souhaiterais que vous nous parliez d'abord de votre collectif, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, merci Monsieur Christian Perrin pour cette invitation où vous nous donnez l'occasion de nous exprimer sur votre plateau. Et le CJCD, c'est un mouvement qui est né
suite à l'observation de plusieurs mensonges perpétrés par le gouvernement. Le gouvernement nous a longtemps entraînés dans une série de mensonges et cette jeunesse qui était enfant aujourd'hui est devenue adulte. Nous continuons toujours de vivre un peu ces vicissitudes d'une mauvaise politique. C'est pourquoi en 2023, lorsque le président de la République, en décembre, s'adressait à la nation, où il avait décrété l'année 2024 comme étant année de la jeunesse, et que quelques jours plus tard, en janvier, où le gouvernement a annoncé la création de 100 000 emplois, nous avons quand même remis en cause ces dires du gouvernement, parce que lorsque nous nous rappelons en 2009, où le président de la République nous avait promis la création de 40 000 emplois par année, et si on pouvait faire un petit calcul de 2009 à 2023, décembre 2023, nous serons autour de 560 000 emplois créés. Mais nous n'avons pas vu ces 560 000 emplois être créés. Et du coup, lorsque le gouvernement annonce la création de 100 000 emplois, nous nous sommes dit que cette fois-ci, nous n'allons pas observer le gouvernement, nous n'allons pas les laisser travailler dans la tranquillité. Il faudrait que nous puissions les mettre une certaine pression afin que ces jeunes qui ont faim, ces jeunes qui manquent de perspective, puissent s'exprimer et réclamer ce qui leur revenait de droit. C'est pourquoi, avec les jeunes au niveau du Congo et ceux de la diaspora, parce que l'objectif est de regrouper la jeunesse congolaise dans son entièreté, ceux au niveau local et ceux au niveau de la diaspora. Nous nous sommes mis ensemble et lancé ce mouvement que nous avons appelé le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Merci. Alors, tout à l'heure, on va revenir sur ce que vous appelez par des mensonges. Apparemment, il y en a beaucoup. Et on reviendra également aussi sur l'année de la jeunesse. Mais parlons d'abord de l'actualité brûlante, j'allais dire, du Congo-Brazzaville, notamment les accords illégaux de cession de terre du Congo-Brazzaville au Rwanda, une affaire qui cristallise, comme vous le savez, hein, les débats aussi bien au Congo qu'à l'extérieur. Quelle est la posture du CJCD sur cette question? Ok, le CJCD, par ma voix, dit clairement que ces accords sont un véritable danger pour notre pays. Un véritable danger, pourquoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de flou autour de ces accords. Le gouvernement nous présente 10 accords, mais lorsque nous menons un peu nos investigations, nous nous rendons compte qu'il y a 33 accords. On ne nous les présente pas. Pourquoi est-ce qu'on cache les 23 autres accords et qu'on nous présente que 10 accords? Déjà, il y a du flou autour de ces accords-là. Deuxièmement, si nous repartons un peu en arrière vers les années 94, puisque ces accords, nous les signons avec le Rwanda, nous savons qu'en 94, il y a eu un génocide qui s'est passé au Rwanda. Une tuerie qui a opposé les Hutus et les Tutsis. Et de nos jours, nous avons beaucoup de réfugiés Hutus dans notre pays. Et sauf si je pouvais me tromper, le président Paul Kagame est un Tutsi. Et ces accords que nous signons sur la cession des terres voudraient dire que nous avons cédé 980 km² de terre aux Rwandais. C'est une superficie énorme. Et en les cédant cette superficie, cela voudrait dire qu'ils sont libres de venir s'implanter sur nos terres et que nous n'avons pas à les contrôler sur tout ce qui pourra se faire sur ces superficies qui leur ont été cédées. Et donc, c'est pour dire qu'il y aura des Tutsis qui viendront massivement s'installer sur ces 980 km² de terre. Et du coup, entre les Hutus qui sont déjà ici et les Tutsis qui viendront s'installer ici, nous risquons de connaître quand même une série de tueries dans notre pays. Troisièmement, nous sommes voisins avec la RDC et nous savons ce qui se passe entre le Rwanda, de par leur bras armés, le M23 et la RDC. Nous avons un grand territoire que nous partageons avec la RDC. Et lorsque nous allons signer des accords avec le Rwanda, sans mentir, déjà, nous pouvons dire que, sauf si nous nous trompons, si on nous cache ces accords, c'est qu'il y a aussi des accords militaires qui ne disent pas leur nom. D'où cela fait déjà de nous des co-belligérants entre ce qui se passe au niveau de la RDC et le Rwanda, ce qui nous mettra en contradiction avec nos amis et frères de la RDC. Et voilà le troisième problème qui se passe.
Le quatrième problème, nous avons beaucoup de réfugiés dans notre pays, parmi lesquels les ex-phases et militaires qui appartenaient au feu président Mobutu, qui sont installés chez nous ici. Mais demain, si nous pouvons être en contradiction avec la RDC, pensez-vous que ces ex-phases qui sont de la RDC resteront tranquilles? Je peux dire qu'au niveau de notre pays, aujourd'hui, nous avons beaucoup de militaires de la RDC qui sont ici en civil. Et je pense que nous ne serons pas tranquilles si une guerre pouvait éclater. Quatrièmement, il y en a beaucoup, hein, Monsieur Christian Perrin. Je vous en prie, oui. Mieux vaut en parler, nous savons que, merci beaucoup, nous savons que entre le Rwanda, qui est le bras armé qui est utilisé par les grandes puissances, notamment l'Union européenne et les États-Unis, entre le Rwanda et l'Angleterre, il y a des accords qui ont été signés où ils vont recevoir des réfugiés, de différentes nationalités, parmi lesquels des Afghans, des Syriens et des Palestiniens et autres. Bon, nous connaissons un peu la mentalité de ces différentes nationalités-là. Ils connaissent des guerres, ils sont dans le kamikaze, ils sont dans la fabrication des bombes artisanales et autres. Nous savons aussi que le Rwanda a un problème de terre, a un problème de superficie. La superficie totale du Rwanda est d'environ 26 000 km² et ils sont près de 13 millions. La démographie est forte pour une faible superficie. Où vont-ils installer tous ces réfugiés? Je pense qu'ils vont les installer aussi dans les différents territoires qu'ils viennent d'acquérir, notamment les terres que nous leur avons cédées. Et déjà de par là, nous risquons de connaître des instabilités dans notre pays. Donc voilà pourquoi, M. Christian Perrin, le CJCD par ma voix dit que nous sommes en danger avec ces différents accords et que nous sommes en train d'importer des guerres dans notre pays. Et cette fois-ci, ça ne sera pas des guerres que nous avions eu à connaître dans notre pays, une guerre civile, mais ça sera des guerres entre notre armée et l'armée d'autres pays mieux formés, mieux équipés que notre armée. Voilà un peu, alors M. donc, Christian. merci Cédric. Vous évoquez là évidemment l'insécurité, sinon la menace qui pèse désormais sur le Congo-Brazzaville, notamment, on parlerait d'une menace sur le plan national, mais aussi la souveraineté territoriale. Et il faut peut-être rappeler aussi que dernièrement, le Parlement congolais venait d'approuver, s'il faut le dire comme ça, l'exemption des visas aux Rwandais qui souhaiteraient arriver au Congo-Brazzaville. Et vous dites le Congo, le Rwanda plutôt a un problème d'espace. Ils sont beaucoup plus nombreux pour une petite superficie. Le Rwanda, et alors 980 km², vous l'avez aussi rappelé, on venait d'être cédé. La vérité, c'est ça, même s'il y a encore un débat au niveau du Congo, mais 980 km² ont été cédés aux Rwandais et les Rwandais l'ont dit eux-mêmes dans un reportage, tous les Congolais ont suivi. Mais il faut aussi rappeler que l'ambassadeur Théonesté, donc l'ambassadeur rwandais au Congo, est allé voir Pierre Mabiala pour exiger, bien sûr, l'obstention, comme qui dirait. Il est allé demander des actes fonciers. On ne peut demander des actes fonciers que celui qui se croit, sinon, qui se dit déjà propriétaire de quelque chose ou des terres. Et donc, comme vous l'avez bien signalé aussi tout à l'heure, s'ils s'installent sur ce bout de territoire qu'on leur a accordé, personne ne pourra aller les déranger, ni les surveiller, puisqu'ils seront sur leur territoire, leur deuxième, s'il faut dire, pays. Tout ça, c'est dit, ça se dénonce. 24 heures sur 24, nous sommes en train d'entendre comment les Congolais montent au créneau, comment ils dénoncent. Alors d'autres sont même, mais vraiment fâchés. Qu'entendez-vous finalement faire pour faire reculer finalement le gouvernement congolais sur cette question, quitte à faire annuler ces accords? Oui, merci, Monsieur Christian Perrin. Bon, déjà, ces accords sont faux. Faux pourquoi? Parce que l'article 219 demande à ce que le peuple soit consulté pour la cession d'une partie de nos terres. Or, le président de la République, de par le biais de son ministre du partenariat public-privé qui a engagé ces accords, n'a pas eu à consulter le peuple congolais. Nous ne sommes pas allés vers un référendum où nous avons approuvé la cession des terres.
Donc, jusque-là, pour nous, nous ne considérons pas que nos terres ont été cédées. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer à mettre la pression au gouvernement, nous allons continuer à manifester parce que ce sont des actes constitutionnels que nous allons mener, parce que nous sommes de ceux-là qui respectons la loi. Et nous ne pouvons aller que vers des actes qui ne sortiront pas hors du cadre constitutionnel. Et donc, nous mettrons cette même constitution du 25 octobre 2015 en application pour annuler ces accords. Les Congolais n'ont pas encore approuvé ces accords parce qu'évidemment, s'ils existent encore, malheureusement, et c'est ce que nous apprenons, que ces accords sont déjà mis en œuvre. Mais il y a eu donc violation de la Constitution congolaise, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notamment l'article 219. Cédric, on va passer donc au deuxième volet qui porte sur la jeunesse. Vous aviez amorcé tout à l'heure, évidemment, sur cette affaire. Vous disiez d'ailleurs qu'il y a eu trop de mensonges, beaucoup de choses ont été dites, mais rien de concret. Alors, vous pensez qu'il faut interpeller la jeunesse à prendre ses responsabilités. Évidemment, dans le compte rendu du Conseil des ministres du 18, le 18 janvier 2024, il était question d'une urgence de mettre en œuvre, et c'est les termes qui avaient été employés, il y avait l'urgence de mettre en œuvre un programme vigoureux d'employabilité et de prise en charge particulière de la jeunesse congolaise en cette année 2024. Année qui a été consacrée d'ailleurs à la jeunesse, puisqu'on parle de l'année de la jeunesse. Alors, 5 mois déjà passés. Quel commentaire vous inspire finalement cette annonce du gouvernement? C'est vrai que tout à l'heure, vous avez déjà parlé du mensonge, mais est-ce que à 5 mois, on peut peut-être encore espérer que les 7 autres mois qui restent, on peut réaliser la promesse sur les emplois? Ah oui, oui, monsieur Christian Perrin. Je vais être clair avec vous, monsieur Christian Perrin. La parole du gouvernement, elle n'a plus de valeur aux yeux de la jeunesse. Le gouvernement a longtemps trompé la jeunesse congolaise. Nous sommes allés de slogan en slogan. Nous sommes allés de mensonge en mensonge. C'est depuis le 31 décembre que le président a décrété l'année 2024 comme étant année de la jeunesse, où il aurait dit qu'au bout du premier trimestre, les résultats seront visibles. Le premier trimestre est passé, là nous allons presque au deuxième trimestre, rien de concret ne se fait. Alors, M. Christian Perrin parlait de 10 000 emplois qui doivent être mis à disposition des jeunes. Nous ne voulons plus des discours, nous voulons du concret. Parce que nous avons trop longtemps écouté des discours, il est temps que le gouvernement parle moins et qu'il puisse passer à la concrétisation de ce qu'ils ont eu à dire. 17 décembre 2019, Denis Sassou Nguesso annonçait le recrutement de 2000 enseignants. 5 ans après, les pauvres étudiants, enseignants, on appelle ça, les enseignants volontaires, c'est ça? Appelés volontaires, voilà, c'est le terme qu'on utilise souvent, appelés volontaires. On les voit d'ailleurs manifester tout le temps pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Et donc, on arrive en 2024, l'année consacrée, année de la jeunesse, avec une promesse de 100 000 emplois. Rien que le chiffre, j'allais dire le nombre d'emplois. Vous pensiez que c'était réaliste? Oui, Monsieur Christian Perrin, je pense que c'était faisable et on pouvait même aller au-delà, mais avec une bonne volonté manifeste de la part du gouvernement. Mais nous comprenons aujourd'hui que la préoccupation du gouvernement, ce n'était pas de créer les emplois. Pourquoi? Je le dis. Lorsque nous avons lancé une marche le 11 avril dernier, notre objectif était de soumettre au gouvernement un programme fait par les jeunes au niveau local comme ceux de la diaspora. Parce qu'après avoir attendu jusqu'au mois de février, nous avons constaté que rien n'était fait, aucun programme n'était présenté à la jeunesse. Et donc, puisqu'ils ont pour habitude de dire que les jeunes critiquent beaucoup plus et ne proposent rien, nous sommes mis ensemble, nous avons conçu un programme de 1000 milliards de francs CFA. Ce sont des jeunes Congolais pardon, qui ont... Cédric, vous pouvez nous rappeler quelques grandes lignes de ce programme? Justement, Monsieur Christian Perrin, j'ai le document avec moi. C'est même le même document que nous avons remis au ministre Hugues Ngouélondélé, mais je vais vous
évoquer les grandes lignes, les composantes de ce Voilà, programme. comment structurer le programme, oui, à quoi, les Voilà, grandes lignes. OK, oui. Voici les 12 composantes de notre programme que nous avons soumis au gouvernement. Une éducation de qualité et formation professionnelle, parce qu'on s'est dit qu'il faut refaire la formation, il faut refaire parce que aujourd'hui, les étudiants qu'on nous produit sur le marché d'emploi, ils ne répondent pas aux besoins des entreprises. Et donc, il fallait apporter une réforme à ce niveau-là. Et donc, nous proposons une éducation de qualité et une formation professionnelle. Nous avons la stimulation de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous avons l'amélioration de l'accès aux services de santé parce que vous savez que le CHU et les différents hôpitaux aujourd'hui sont des mouroirs, vous le savez, comme moi. Et nous avons proposé la promotion de l'engagement civique et du leadership. Vous voyez, aujourd'hui, avec tous les membres du gouvernement que nous avons aujourd'hui, ils passent beaucoup plus de temps à détourner les fonds plutôt qu'à travailler pour le peuple. Donc, nous avons pensé qu'il fallait revoir un peu le civisme dans notre pays. Et nous avons la promotion de l'inclusion sociale et de l'équité. Nous avons l'amélioration des infrastructures et des espaces publics. Nous avons la lutte contre le banditisme et la délinquance juvénile. Vous voyez, tous les délinquants, les bébés noirs, on les appelle de façon vulgaire. On passe beaucoup plus du temps à critiquer les actions qu'ils font, mais on ne pense pas d'abord à ce qui les pousse à commettre ces actions. Donc, nous avons réfléchi là-dessus. Nous avons pensé que pour régler ce problème, il faut regarder le problème à la source. Il faut le traiter à la source. Et donc, nous avons proposé une composante qui règle ce problème. Nous avons le développement des zones rurales. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de la cession des terres, Monsieur Christian Perrin, comprenez que ça nous fasse mal, parce que nous avons fait beaucoup de propositions sur le développement des zones rurales. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Absolument, oui. Voilà. Sur le développement des zones rurales, vous voyez, aujourd'hui, il y a des villages qui sont en train de disparaître. Simplement parce que, par manque de perspective, les jeunes partent des zones rurales pour les zones urbaines. Or, nous avons pensé qu'il fallait une politique incitative qui fera que ce soit les faits inverses qui se produisent, c'est-à-dire l'exode urbain, où les jeunes partiront des zones urbaines pour les zones rurales. Et donc, nous avons fait la proposition afin que les lycées agricoles et les écoles agricoles puissent être réhabilités, parce qu'il faut une bonne formation pour que nous puissions développer une agriculture à grande échelle. Et nous avons même proposé, je dirais, la réhabilitation de l'OCC et de l'OCV, parce que nous pensons que l'OCV pourra fournir les pépinières pour toutes les zones qui pourront se lancer dans l'agriculture. Et donc, quand on parle de la cession des terres, comprenez-nous, Monsieur Christian Perrin, ça nous fait mal. Ça nous fait extrêmement mal. Et donc, je vais continuer. C'est une forme de trahison. Vous vous sentez trahi alors? Nous avons été trahis. Nous avons la compétence qu'il faut au niveau local comme au niveau de la diaspora. Il suffirait que le gouvernement tende la main vers nous et nous allons aller travailler main dans la main avec le gouvernement parce que c'est notre pays. Nous voulons aussi que notre pays aille de l'avant. Le Congo est en train de régresser pendant que d'autres pays sont en train d'avancer. Nous voulons quand même rattraper ce retard-là. Et donc, la balle est du côté du gouvernement. C'est au gouvernement de regarder vers nous. Nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas contre eux. C'est simplement leur mauvaise façon de faire qui fait que nous soyons fâchés contre leurs pratiques. Donc voilà, je vais continuer, Monsieur Christian Perrin. Nous avons aussi la promotion des jeunes peuples autochtones. Nous avons l'accès à l'eau potable et à l'électricité renouvelable. Vous savez que c'est un véritable casse-tête dans notre pays. Vous avez évoqué ça. Nous avons aussi la prise en charge des jeunes vivant avec un handicap et le transport pour tous. Donc voilà un peu les 12 composantes que nous avons développées dans notre programme. Un programme qui pourra être mis en œuvre avec 1000 milliards de francs CFA. Un programme qui prend en compte le développement intégral des 12 départements de notre pays, parce qu'il n'est pas question qu'on développe département par département. Le chômage touche tous les 12 départements de notre pays. Mais il y a une nouveauté dans notre programme. Nous avons ajouté un 13e département, qui n'est autre que la diaspora.
Parce que dans la plupart des politiques qui sont mises en place dans notre pays, on exclut la diaspora. Alors qu'il y a beaucoup des Congolais qui sont au niveau de la diaspora qui voudront revenir au pays pour investir, mais c'est simplement les financements qui font défaut. Et donc, nous avons prévu tout cela dans notre programme. Alors, Castellan, Cédric Balou, oui, le programme, vous avez dit, bon, en 12 points, s'il faut le dire comme ça, et qui coûterait 1000 milliards, c'est ce que j'ai cru comprendre. Après Oui, avoir fait toutes ces propositions, après avoir étudié, analysé, fait l'examen, bien sûr, de tous ces points que vous venez d'énumérer, est-ce que vous avez aussi proposé au gouvernement congolais comment financer ce programme? Parce que pour le exactement. gouvernement congolais, et c'est ce que j'ai cru entendre lorsque j'ai suivi, on va revenir d'ailleurs sur cet extrait d'Anatole Koulidé Makosso, que le Congo n'a plus rien, le Congo n'a pas d'argent, et donc voilà. Est-ce que vous leur avez proposé comment financer le programme? Exactement, il y a beaucoup de pistes de solutions. Dans nos recherches, nous avons découvert que nous avons, pour le budget de cette année, nous avons un excédent budgétaire de 536 milliards de francs CFA, environ 536 milliards de francs CFA. Et deuxièmement, il y a des ressources dont on ne parle pas souvent ici au Congo. Il s'agit de la responsabilité sociale des entreprises. Il s'agit de la responsabilité sociale des entreprises. Ça peut constituer un bon financement pour ce programme que nous sommes en train de vouloir mettre en œuvre. Et donc, pour cette année, avec les Et 536... pardon, c'est juste une proposition, mais aussi il faut probablement lutter contre la corruption et pourquoi pas rapatrier tout l'argent qui a été détourné et placé dans planqué dans les paradis fiscaux. C'est aussi un moyen pour récupérer de l'argent et financer ce programme. Exactement, exactement. Mais aussi, je ne pense pas que nous pouvons normalement avoir un problème de financement pour ce programme. Parce que c'est un programme qui s'étend sur 7 ans, à raison de 1000 milliards par année. Cette année, le financement partira de ce que je venais d'évoquer, c'est-à-dire l'excédent budgétaire, plus la responsabilité sociale des entreprises. Mais aussi, normalement, on ne pouvait pas avoir un problème là-dessus parce que jusque-là, nous avons 14 000 milliards de francs CFA des générations futures qui sont là, qu'on n'a jamais touché. Vous avez Vous suivi dites, l'interview? pardon, Cédric Valou, vous dites Oui, que 14 000 milliards qui sont là, planqués quelque part, qu'on n'a jamais touché. C'est vous qui le dites, mais alors que les Congolais se disent, ben, cet argent a été voilà, finalement volé parce que personne n'a compris où sont passés les 14 000 milliards. Et personne ne sait jusqu'aujourd'hui, ni Denis Sassou Nguesso lui-même, ni son gouvernement, personne ne dit où sont passés ces 14 000 milliards. Et pour les Congolais, ben, ça a été détourné, et ben voilà, ça n'existe peut-être plus. oui, bon, mais la voix officielle, c'est celle du président de la République. Nous avons suivi son interview, je pense, à Africa Sur France, 24. Oui, sur Africa Africa 24, oui, oui. 24, oui, je pense bien, où cette question lui avait été posée, mais il avait simplement répondu que cet argent, c'est pour les générations futures. C'est pour dire que ça n'a jamais été touché. Donc, la voix officielle dit que cet argent existe encore. Pourquoi est-ce que nous, on va remettre en cause cette parole? Donc, pour nous, les Merci, 14 000 pardon, milliards, Castelin. Avant de continuer, je vais proposer donc à nos téléspectateurs l'extrait où Denis Sassou Nguesso affirme que l'argent existe encore quelque part et c'est pour les générations futures. Suivez. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les, des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non, à gérer. Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Alors, d'accord. Cédric Balou, l'argent, bon, encore que c'est lui qui le dit, mais les Congolais se posent la question, comment se fait-il que 14 000 milliards existent encore quelque part et ils vivent dans les conditions que vous connaissez très bien puisque vous êtes sur place. Vous savez à ce qui se passe sur place au Congo-Brazzaville où déjà même le rapport de la Banque mondiale, je crois que c'était encore en 2012, ça date quand même. On parlait déjà de 70% de la population qui vivait sous le seuil de pauvreté à moins d'1 dollar par jour. Et la misère s'est accrue au Congo-Brazzaville. On a des appels tous les jours. Déjà même le problème d'électricité, vous l'aviez évoqué d'entrée de jeu, l'électricité, l'eau, tout ça.
plus rien, plus rien ne fonctionne au Congo-Brazzaville. Tout est au rouge, comme qui dirait. Mais dire que les 14 000 milliards existent encore quelque part, même si c'est pour les générations futures, mais pourquoi continuer à garder ça pour les générations futures quand déjà la génération actuelle croupit dans une misère telle que les gens n'en peuvent plus? Oui, Monsieur Christian Perrin, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel au président de la République pour dire que actuellement, nous avons besoin des solutions. Et c'est l'occasion pour le président de la République d'ordonner le déblocage de ces 14 000 milliards qui pourront renflouer les caisses de l'État afin que notre économie soit relancée. Aujourd'hui, nous parlons de la création des emplois. C'est le président qui décrète cette année 2024, année de la jeunesse, et le gouvernement qui parle de la création de 100 000 emplois. Donc, il faudrait que des industries viennent pour s'installer ici dans notre pays. Nous savons que nous avons un problème de route. Les industries, pour s'installer ici, il faudrait que les problèmes clés soient résolus, comme l'électricité, l'eau et les routes. Alors, nous avons besoin de ces 14 000 milliards pour préparer le terrain pour la venue des industries qui viendront s'implanter dans notre pays. Parce que les industries, une fois qu'elles auront produit, elles auront besoin d'évacuer leurs produits pour la zone de commercialisation. Mais s'il n'y a pas de route, comment est-ce que ces entreprises pourront évacuer leurs marchandises? Donc, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel au président de la République afin qu'il mette à disposition, qu'il leur donne la mise à disposition de ces 14 000 milliards. Parce que pour nous, lui qui est la voix officielle, affirme que cet argent existe bel et bien. Pourquoi est-ce que nous, qui ne sommes pas à l'exécutif, remettons en cause la parole du président de la République? Et dans le même temps, on peut également aussi interpeller le FIGA, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, qui finalement avait reçu de l'argent pour aider, soutenir, j'allais dire, des jeunes entrepreneurs, mais cet argent a disparu. On a parlé de l'affaire FIGA-Gate qui jusqu'aujourd'hui finalement apparaît comme une entourloupe où bon, personne n'en parle, c'est comme si c'était réglé, c'est fait, l'affaire est close. Et dernièrement, d'ailleurs, je suivais qu'il y a un nouveau directeur qui vient d'être nommé. Mais alors, ceux qui ont pris l'argent des jeunes, est-ce que le CJCD ne va pas s'intéresser à ce dossier qui à poursuivre, par exemple, les auteurs de ce détournement en justice? Parce que c'est quand même l'argent des jeunes et votre collectif a une action beaucoup plus concentrée sur la jeunesse. Comme quoi vous êtes concerné par cela. Ah oui, Monsieur Christian Perrin. Le FIGA est une promesse de campagne du président de la République parce qu'il avait voulu aider les jeunes à créer des entreprises afin qu'ils soient financés. Parce que vous savez, au Congo, la levée de fonds pose problème. Vous pouvez avoir un bon projet, mais vous serez confronté à un problème, c'est la levée des fonds. Et donc, le président avait promis mettre en place une institution, si on peut l'appeler comme ça, qui pourra prendre en compte un peu les besoins de financement des projets. Mais malheureusement, cet argent qui avait été mis à la disposition du FIGA s'est volatilisé. Cet argent a servi à la ministre de tutelle, Madame Jacqueline Lidjamikolo, ça a servi à ses voyages, ça a servi à sa campagne aux élections législatives et autres. Et de par là, Monsieur Christian Perrin, nous n'allons pas passer par quatre chemins. Lorsque nous observons un peu les détournements de fonds qui se passent dans notre pays sous le silence du président de la République, aujourd'hui, nous pouvons le dire ouvertement que le problème, ce ne sont pas les ministres, mais le problème, c'est le président de la République lui-même. Pourquoi est-ce qu'il est silencieux face à tous ces problèmes qui peuvent mettre les Congolais, qui peuvent retourner les Congolais contre le président de la République? En ce moment, c'est lui-même le problème. C'est lui-même le problème, Denis Sassou Nguesso, vous avez dit. Alors, et puisque nous parlons du financement de ce projet, de ce programme, les propositions que vous avez fait d'ailleurs au gouvernement congolais, et comme vous l'avez rappelé, généralement, on accuse de toujours critiquer, jamais des propositions. Alors là, les propositions ont été faites, un programme, tout un programme a été présenté donc à ce gouvernement pour trouver une solution dont de l'employabilité de la jeunesse congolaise qui finalement, aujourd'hui, que vous l'avez rappelé, nous sommes déjà à 5 mois, donc nous sommes en mai.
5 mois après, bah, personne ne sait si déjà le programme était amorcé, celui bien sûr de l'employabilité de la jeunesse. Mais je ne pense pas. Et il y a la précarité, nous l'avons dit tout à l'heure, les Congolais vivent dans une précarité absolue. J'ai rappelé, c'est 70%, mais là encore, ça date de 92, 2012 plutôt, et je crois que la situation s'est empirée aujourd'hui. C'est une misère indescriptible. Les éléments sont là, sont factuels. Vous avez comment on les appelle, des retraités. Parce qu'on nous a parlé des retraités qui doivent accumuler aujourd'hui plus d'une quarantaine de mois de pension à payer. Il y a des fonctionnaires je crois, des municipalités qui sont à près de 60 mois sans salaire. Les étudiants qui n'ont pas de bourse, l'eau, l'électricité sont devenus en fait toute une gymnastique, vous l'avez dit. Les réseaux routiers sont délabrés. Bref, les Congolais vivent dans précarité. Et pour justifier cela, nous avons suivi Anatole Koliné-Makosso, je crois que vous l'avez aussi suivi. Alors, pour Anatole Koliné-Makosso, c'est ils supposaient, les gouvernants, ont cru en leur modèle de développement et dont ils n'ont pas trouvé suffisamment des ressources pour réaliser cela. Et que désormais, comme il le disait aux journalistes d'ailleurs, que les Congolais ont pris conscience. Il parle au nom des Congolais. Je ne sais pas s'il a consulté les Congolais pour parler au nom des Congolais. Et les Congolais l'ont compris et que désormais ils vont supporter leur carburant, l'électricité, l'eau. Et voilà, à ce moment-là, le gouvernement pourra leur proposer des meilleures, disons, qualités de services publics. Alors, Anatole Koliné-Makosso a voulu faire comprendre aux Congolais que le gouvernement congolais n'a pas eu suffisamment des ressources pour réaliser tout cela. Une façon de dire, ce que vous vivez, ce que vivent les Congolais aujourd'hui, ce n'est pas la faute au gouvernement, mais c'est simplement parce qu'ils n'ont pas eu des ressources qu'il fallait. Quel commentaire vous inspire? C'est une injure aux Congolais, monsieur Christian Perra. C'est une injure aux Congolais. Parce que lorsque nous voyons un peu tous les booms qu'a connus notre pays, on ne peut pas dire que le gouvernement ait manqué les moyens de sa politique. C'est simplement c'est un problème de management, monsieur Christian Perrin. C'est un problème de management. Lorsque le Premier ministre dit qu'ils n'ont pas eu suffisamment de ressources, mais tout à l'heure, nous venons de parler de 14 000 milliards. S'ils ont eu la possibilité de mettre 14 000 milliards de côté, c'est pour dire qu'ils ont suffisamment d'argent qui a eu à circuler dans les caisses du Trésor public. Donc ça, c'est simplement une raison échappatoire pour justifier leurs échecs. Mais monsieur Christian Perrin, j'aimerais un peu revenir sur le programme de la jeunesse que nous avions eu à soumettre au ministre Hugues Ngouélondélé. Oui, vous avez raison lorsque vous dites que certainement que ce programme n'a pas été pris en compte parce que nous le lui avons remis à main propre le 16 avril dernier. Nous avons remis le programme de la jeunesse auprès du ministre Hugues Ngouélondélé, mais déjà la supercherie était que nous avons été reçus sans médias, comme pour dire qu'il fallait que ça se fasse de façon secrète. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'il nous reçoit, nous déballons tout ce qu'est le programme, nous discutons avec lui, nous lui proposons de tenir une concertation des jeunes. Parce que nous avons pensé qu'il y a un véritable problème au niveau de un véritable problème qui frappe les jeunes aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse. Bon, pour nous, ça, nous ne prenons pas trop ça en compte parce que le Conseil consultatif de la jeunesse est un ensemble des jeunes de la force montante et des enfants des dignitaires. Même le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a sa fille, si je ne me trompe pas, dans ce Conseil consultatif de la jeunesse. Et donc, pour nous, c'est un ensemble des enfants des dignitaires de ce pays qui se sont regroupés simplement pour les avantages que peuvent apporter ce conseil consultatif. Et donc, nous avons soumis notre programme au ministre Hugues Ngouélondélé, avec qui nous avons longuement discuté et il avait promis nous recevoir la semaine d'après notre rencontre. Les assises nationales de la jeunesse que nous lui proposons, c'était pourquoi? Parce que nous avons un programme que nous lui avons soumis qui prenait en compte les 12 départements de notre pays, plus la diaspora. Mais nous avons pensé qu'il fallait que nous adaptions notre programme en fonction des spécificités de chaque département.
parce que tous les départements n'ont pas les mêmes problèmes. Il faudrait que les natifs de ces départements viennent pour apporter leur contribution afin que nous puissions le joindre au programme et que nous puissions, lors de la mise en œuvre, lancer un programme qui ne tâtonnera pas, qui prendra en compte tous les besoins de ces différents départements. Mais malheureusement, nous avons été surpris que ce programme, que notre projet soit transmis à l'ancien ministre, M. Dino Kombi Talisson, qui lui, au lieu de parler des assises nationales de la jeunesse, parle du dialogue intergénérationnel. Bon, je ne sais pas pourquoi encore parler de dialogue. Aller de dialogue en dialogue, on ne sait pas s'il faut aller de discussion en discussion. Nous ne savons pas ce que cela pourra produire. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ce dialogue. Même les assises nationales de la jeunesse que nous avions voulu lancer, ça n'a plus leur importance actuellement. Actuellement, les jeunes ont besoin du concret et donc il faudrait que nous allons vers le concret, c'est-à-dire la création des emplois pour les jeunes. C'est ce que les jeunes attendent. Pas des dialogues simplement visant à se mettre un peu d'argent en poche parce que nous savons que c'est le but ultime de l'ancien ministre Dine Okombi Talisson, qui ne vit que de ces occasions-là. Il faut créer un certain nombre de situations de le pays pour se faire un peu d'argent. Il nous a traités de oisifs parce que nous sommes en train de nous battre pour un programme que nous avons soumis. Mais il oublie que si aujourd'hui les jeunes Congolais sont oisifs, c'est à cause de l'échec du gouvernement dont lui aussi a fait partie. Donc voilà un peu. Et donc, pendant que vous allez répondre à la première question, à la récente question, bien entendu, vous avez l'impression que finalement, c'est pour le gouvernement congolais, hein, c'est juste j'allais dire un manque de volonté politique, sinon, puisque tout à l'heure vous avez démontré ce n'est pas l'argent qui pose problème, le Congo a beaucoup d'argent, vous avez parlé de l'excédent budgétaire, vous avez rappelé les 14 000 milliards, on a parlé de l'argent aussi détourné au niveau du FIGA, et le Congo aujourd'hui vend très bien son pétrole, et le pétrole, le baril est passé à un prix, mais vraiment, c'est actuellement autour de 80, disons, dans la fourchette de 80 à 90 dollars le baril. Cela veut dire que le pétrole congolais aussi se vend très bien. Il y a beaucoup d'argent. Et malgré tout cela, le gouvernement fait toujours comprendre les gens ou les Congolais qu'il n'y a pas assez d'argent. Je vais vous proposer donc un extrait, évidemment, de l'intervention d'Anatole Koliné-Makosso. Il était devant les journalistes congolais. Voici ce qu'il disait. Suivez. Est-ce que vous savez que c'est parce que nous, on a cru à tel modèle économique dans votre intérêt que nous n'avons pas eu suffisamment de ressources pour régler ces problèmes au rythme où vous les cherchez. Maintenant que vous voyez que la priorité pour vous, ce n'est pas le carburant qu'on paye pour vous, ce n'est pas l'électricité qu'on paye pour vous, ce n'est pas l'eau qu'on paye pour vous, que pour ces trois produits, vous voulez seulement que nous puissions vous garantir la bonne qualité du courant, la bonne qualité de l'eau, la bonne qualité des voies de circulation, pour que vous-même vous puissiez payer le prix qu'il faut. Maintenant que vous avez compris qu'on peut faire ça, c'est le pacte social que vous concluez avec le gouvernement. Le gouvernement vous dit oui, je peux vous dire qu'avec votre engagement, je vais tout faire pour vous garantir la bonne qualité du courant et de faire en sorte que le courant arrive même dans les zones où il ne pouvait pas arriver. C'est ce qu'on commence à faire. Je vais vous garantir la bonne qualité de l'eau et de faire en sorte que l'eau soit de bonne qualité et qu'elle arrive là où elle ne pouvait pas arriver. Je vais vous garantir les vraies voiries urbaines. Puisque je ne finance plus moi ça et vous-même vous avez accepté de financer, moi, je vais prendre tout cet argent pour améliorer ce cadre de vie. Voilà. Je vais maintenant donner aux gens de faire l'assainissement, de nous construire une société de traitement des ordures. On va relancer l'usine des pavés. Voilà, alors Castellan Cédric Balou, pour Anatole Koliné-Makosso, les gouvernants, s'il faut le dire comme ça, sinon eux n'ont pas eu suffisamment des ressources pour répondre aux besoins des Congolais. Quel commentaire cela vous inspire? C'est simplement une façon pour eux de justifier leurs échecs.
gouvernement a suffisamment eu des ressources, le gouvernement a suffisamment eu les moyens de sa politique, mais il faut aussi le reconnaître. Parce que nos ministres, lorsqu'ils arrivent là où ils sont, ils pensent avoir le monopole du savoir. Mais il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Il y a des Congolais, il y a des sachants au niveau du Congo, au niveau de la diaspora, qui sont des Congolais. Il suffirait de faire appel à ces derniers, essayer d'échanger autour des problèmes qui concernent notre pays, et en ce moment, les solutions seront trouvées. Mais quand eux pensent avoir le monopole du savoir, c'est ce qui bloque notre pays, et c'est ce qui fait que nous ne puissions pas aller de là. Mais le gouvernement a suffisamment eu les moyens nécessaires de pouvoir transformer de façon qualitative ce pays. Puisque apparemment, je dis apparemment, c'est ce que moi j'observe, le gouvernement ne vous écoute pas, vous, la jeunesse, puisque évidemment le CJCD est beaucoup plus focalisé, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, sur la défense des intérêts de la jeunesse congolaise. Le gouvernement ne veut pas vous écouter, le gouvernement ne veut pas réaliser ses promesses, l'employabilité de la jeunesse. Qu'entendez-vous faire concrètement? Réitérer une pression comme vous avez voulu le faire dernièrement, en fait. Est-ce qu'on peut revenir sur cette séquence, cet épisode où vous avez voulu organiser une marche qui n'avait plus eu lieu? Oui, la marche, elle n'avait pas abouti simplement parce que j'avais été enlevé le matin du 11 avril, pendant que je me rendais au lieu où nous devrions nous retrouver avec d'autres responsables du mouvement. C'est un jeune homme que je connais très bien qui m'a appelé pour faire chemin avec moi de telle sorte que nous puissions nous rendre au lieu de la manifestation. Or, je ne savais pas que ce dernier était un indique de la police de Filou. Et c'est pendant que nous cheminions avec lui, il était au téléphone en train d'informer les policiers qui avaient comme mis en place un filet partout où je pouvais sortir. Et donc, lorsque je suis sorti, automatiquement, c'est un véhicule BJ avec des policiers armés jusqu'aux dents qui en sont sortis. Ils m'ont pointé leurs armes, ils m'ont ravi le téléphone, ils m'ont maîtrisé et ils m'ont transporté d'abord au niveau du commissariat de Mfilou. Du commissariat de Mfilou, nous sommes allés au commissariat central où j'ai été auditionné. Une fois que j'ai fini ma déposition, on m'a emmené au commissariat, au commandement de forces de police où j'ai rencontré le général Obami et tout, qui a eu à discuter avec moi, m'a recommandé de respecter la loi. Et de là-bas, je me suis retrouvé aux renseignements généraux où j'ai encore été entendu. J'ai fait ma déposition et de là-bas, on m'a ramené au niveau du commissariat central. Du commissariat central, on m'a emmené au commissariat du plateau de Gazan et de là-bas, on m'a remis en liberté en présence de 2 membres de l'association. Bon, mais nous, sur cette séquence, lorsque le général Obami vous parle, vous dit de respecter la loi, à quoi fait-il concrètement allusion lorsqu'on est en face d'un régime qui ne respecte d'ailleurs pas lui-même la loi ou la loi fondamentale? De quoi parlait-il concrètement? Comment est-ce que vous avez compris cela? Oui, pour le général, il aurait fallu qu'après le refus du préfet, que nous puissions saisir des voies de recours. Nous pouvons écrire une 2e fois, nous pouvons réécrire une 3e fois, et tout en espérant que nous puissions obtenir une autorisation. Mais nous sommes conscients que lorsqu'il s'agit des activités qui n'arrangent pas le pouvoir en place, on ne peut jamais et jamais nous accorder ces autorisations. C'est pourquoi, lorsque nous soumettons ce genre de requête et qu'on nous rejette sans raison valable, nous sommes dans l'obligation parce que eux ne respectant pas la loi. Pourquoi est-ce que nous allons respecter la loi? La jeunesse congolaise est en train de souffrir. La jeunesse congolaise est dans le chômage. La jeunesse congolaise a du mal à se nourrir. Et lorsqu'on retarde la création des emplois, nous ne pouvons pas retarder les réclamations. Nous ne pouvons qu'utiliser ce droit que nous donne la Constitution, c'est-à-dire les manifestations. Les manifestations, elles sont pacifiques et reconnues par la Constitution. En ce moment-là, comment est-ce qu'on nous refuse un droit constitutionnel? C'est déjà une façon de marcher sur la Constitution. Et si eux marchent sur la Constitution, nous aussi, nous marcherons sur la Constitution. Je vous donne une information. Le 16 mai,
Nous avons encore une marche, nous avons déposé des lettres d'information à la préfecture et donc nous avons commencé déjà avec la stratégie. Nous sommes en train d'aller rencontrer les jeunes pour que nous puissions nous mobiliser très nombreux dans les 12 départements afin que nous continuions à mettre la pression au gouvernement. Notre marche, elle est pacifique. Nous ne voyons pas pourquoi est-ce que la préfecture nous refusera ce droit de manifester. S'ils veulent que nous puissions ne plus manifester, ils n'ont qu'à nous donner ce que la jeunesse est en train de réclamer, les emplois. S'ils ne veulent pas que la jeunesse se manifeste, il faut donc donner à la jeunesse ce qu'ils ont promis, ce que la jeunesse congolaise attend, notamment l'emploi et bien d'autres choses aussi, la santé, l'éducation, on peut citer ça comme ça. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, probablement que vous avez un mot de la fin. Je vais vous laisser quelques secondes pour cela. Oui, pour chuter, j'aimerais un peu m'adresser à nos amis de la RDC. Pour leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux. Les accords signés entre le président de la République et le président Paul Kagame par l'entreprise de leur ministre ne nous concernent pas parce que nous n'avons pas été consultés par voie référendaire. Nos amis de la RDC devraient savoir que c'est leur frère, leur propre frère, leur enfant, leur neveu, qui n'est autre que le ministre Denis Christian Sassou Nguesso, qui engage ces accords. Ce ne sont pas les Congolais. Et donc, nous ferons de notre mieux pour obtenir l'annulation de ces accords. Parce que tant que la RDC est en difficulté, nous aussi, nous ne pouvons pas bien dormir parce que ce sont nos voisins immédiats. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire comme mot de la fin. Et je m'adresserai aussi au président de la République pour lui dire que tout est entre ses mains. C'est à lui de débloquer la situation du Congo. Je parle un peu de la colère grandissante de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, rien ne peut nous empêcher, rien ne nous empêchera de pouvoir revendiquer ce que nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui. Nous avons lancé une marche le 16 mai. Le 18 mai, il y a aussi une marche que nous allons soutenir. Mais le 3 juin, nous allons marcher à nouveau. Le 4 juin, nous allons marcher à nouveau. Le 5 juin, nous allons encore marcher jusqu'à ce que nous puissions obtenir ce que la jeunesse congolaise est en train de réclamer, le travail. Merci beaucoup, Castellan Cédric Balou, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes un des responsables donc, du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. En tout cas, merci d'avoir été disponible pour R7. C'est moi qui vous remercie de me donner la possibilité de m'exprimer sur votre plateau. Je vous en prie, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Comme d'habitude, des petits gestes qui comptent pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé cette édition pour nous aider évidemment à mieux informer les Congolais, les Africains, sinon pas, pourquoi ne pas dire, le monde entier. Et dites-nous également en commentaire ce que vous pensez des sujets qui ont été débattus au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Mais avant, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.